Et mon invité est le président du Parti chrétien-démocrate, l'ancien député Jean-Frédéric Poisson. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour. Alors dites-moi, dans un récent entretien, vous affirmez avec une certaine dureté, Macron n'est ni chef ni exemplaire. Mais en quoi il n'est pas chef? Il est chef de l'État, il a tous les pouvoirs que lui ont conférés la Ve République, dont vous êtes un des turiféraires d'ailleurs. Oui, il est de fait institutionnellement le chef de l'État. Mais il y a dans la chefferie, si je peux employer ce mot, un côté institutionnel, évidemment que les élections lui ont conféré, et puis il y a surtout et d'abord un côté éthique. Le chef, c'est celui qui a une volonté politique, qui l'a fait connaître, qui l'a fait comprendre, qui rassemble autour de cette ligne politique, et qui donne le sens et la direction de son action. Alors, une philosophie politique, il en a une, je l'ai dit depuis longtemps, d'ailleurs je crois ici même à ce plateau, c'est un ultralibéral absolument décomplexé de tout, atlantiste, communautariste, et rompu à l'idée que l'argent doit dominer le monde. Il emmène la France dans cette direction-là, sans le lui dire, parce qu'évidemment, si les Français le comprenaient complètement, je pense qu'ils seraient beaucoup plus énergiques, beaucoup plus violents que ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais par ailleurs, regardez la manière dont ça fonctionne. Il est chef des institutions sur le papier. Regardez ce qu'il en est sur l'affaire Benalla, regardez ce qu'il en est de l'épisode, on dirait Dallas maintenant, le remaniement, ça va durer je ne sais pas combien de semaines. Regardez la façon dont il fonctionne. Il est chef sur le papier, il n'est chef de rien, en réalité. Oui, ben, il y a des propos aussi, toujours dans cet entretien qui mérite quand même une explication. Vous déclarez Emmanuel Macron réduit la fonction présidentielle à une simple mécanique de gestion au service d'intérêts privés. Même si c'est dit de manière élégante, c'est une accusation grave, ce service de sa fonction au service d'intérêts privés. Cela a des conséquences parfaitement claires, même pour un président de la République. Mais écoutez, je prendrai un seul exemple. Le fait que le secrétaire général de l'Élysée, M. Kohler, soit encore en fonction alors qu'il a participé très activement à la vente des chantiers navals de Saint-Nazaire à une entreprise italienne dont sa propre famille est actionnaire. Pour réaliser cette vente, il est passé de Bercy à la banque qui l'a accompagné. Puis, une fois que la vente a été réalisée, il est repassé à l'Élysée. Vous appelez ça comment? Et je pense que vous pouvez trouver bien d'autres exemples dans lesquels, finalement, on fait primer un certain nombre d'intérêts privés sur l'intérêt public. C'est profondément ce que je pense. D'ailleurs, M. Macron, pendant l'épisode de la vente de GEC et d'Alstom aux Américains de General Electric, n'a pas fait autre chose. Il a effectivement laissé prévaloir les intérêts des banquiers et du groupe américain sur les intérêts industriels de la France. C'est profondément ce que je pense. C'est ça qui vous amène à dire qu'il n'est pas exemplaire? Ça, et puis autre chose. Enfin, la France entière s'est levée un matin il y a quelques jours avec cette fameuse photo antillaise, qui est d'une trivialité, d'une vulgarité, d'une imprudence sans nom. C'est peut-être une imprudence. Non, mais écoutez, quand c'est une imprudence, alors on la dénonce comme telle. Et on dit 24 heures après, je me suis fait avoir, je voulais pas, machin, etc., etc. Il n'y a rien de tout ça. Au contraire, on a justifié, on a renforcé le bien fondé de cette photo et de cette rencontre avec ces deux jeunes, contre lesquels je n'ai rien d'ailleurs, qui sont des jeunes. Bon. À la tribune de l'Organisation des Nations Unies, M. Macron dit qu'il n'aime pas la France. Puisqu'il dit « je viens d'un pays qui a fait beaucoup de choses mauvaises et qui a fait beaucoup de mal ». On ne dit pas ça, même si on le pense, devant le monde tout entier. Quand il est au Danemark, il explique que le peuple français est un peuple de Gaulois insupportable et réfractaire. Il n'aime pas son peuple, il n'aime pas son histoire, il ne comprend rien à sa langue. Il agit d'une manière que personne ne comprend. Il préserve des intérêts privés par rapport à l'intérêt public, il ment. Vous appelez ça exemplaire, vous? Et pourtant, il commande. Ah oui, et le gouvernement gouverne. C'est la logique institutionnelle. Qu'est-ce que vous attendez du nouveau gouvernement? Parce qu'au moment où nous parlons, effectivement, il n'a pas encore été désigné. Non. Qu'est-ce que vous en attendez? Oui, vous en attendez rien, finalement. Non, pas grand-chose, parce que malheureusement, ce qu'il faudrait, c'est pas un changement de gouvernement qu'il faut. D'ailleurs, nous allons vers un remaniement, et non pas un changement de gouvernement, puisque nous n'avons pas changé de Premier ministre. Donc c'est simplement un remaniement. Un remaniement, ça veut dire que c'est marginal. Ça veut dire qu'il n'y a pas de discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Donc on ne change pas de ligne politique. D'ailleurs, ça a été annoncé depuis longtemps. Or, c'est le problème. Il faudrait changer et la ligne politique et la personne du chef. Ça fait beaucoup à la fois. Ce qu'un changement de gouvernement, et encore moins un remaniement, pourrait suffire à accomplir. Donc je n'en attends rien. Je pense qu'il faudrait intégralement changer le logiciel qui fonctionne à la tête de l'État. Celui-là ne changera pas. Donc nous allons continuer encore à souffrir pendant 3 longues années et demie.
Alors, Macron n'est ni chef, ni exemplaire. Alors, à contrario, si je vous suis bien, Nicolas Dupont-Aignan, il est lui un chef et il est exemplaire, notamment pour les européennes. J'espère que oui. Vous n'en êtes pas sûr au moment où on parle. Je plaisante. Il tire la liste, en tout cas, des amoureux de la France. Et puis, oui, il a manifesté sans doute davantage de vertu que le chef de l'État. Ça ne fait pas de doute. Pourquoi le Parti chrétien-démocrate ne rejoint pas Debout la France? Normalement, c'est l'heure. Ah, mais parce que le Parti chrétien-démocrate et Debout la France ne portent pas exactement la même vision de la société. C'est d'ailleurs tout l'intérêt du rassemblement politique. C'est quoi la différence, clairement? Ah, nous avons, eu un ancrage... de la différence de personne. Bien sûr, nous avons un ancrage chrétien-social qui est le cœur de notre engagement, alors que le logiciel de Debout la France, lui, est davantage étatique, on va dire. Debout la France porte historiquement une attention un peu plus grande sur la question de la laïcité à la française, alors que pour nous, la laïcité à la française est une forme de dérive, donc c'est un deuxième point qui est différent. Troisièmement, nous n'accordons pas la même place dans nos priorités au sujet dit de société, et en particulier à la question de la dignité de la personne et de sa défense. Voilà quelques nuances qui sont des nuances réelles, qui font que toute forme de fusion ou de mixage, je ne sais pas comment il faudrait dire, n'est pas d'actualité, puis n'a pas de sens, n'a pas d'ailleurs non plus une grande utilité, mais qui n'empêche pas par ailleurs de coopérer ensemble sur un sujet ponctuel qui est celui des européennes. Sauf que vous n'agissez pas au sein de Debout la France. Par exemple, quand on voit la dégradation des relations entre le Rassemblement national de Marine Le Pen et Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, vous ne pouvez rien y faire. Vous êtes observateur que plus on vous parlait du Rassemblement, moins il se fait. Et oui. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à observer ça, pour le coup. Écoutez, il y a des choses qui dépassent nos propres capacités. Vous ne pouvez rien faire contre la liberté des gens. Donc je suis désolé que ces responsables politiques ne voient pas tout l'intérêt qu'il y aurait effectivement à déployer et mettre en œuvre une stratégie électorale qui permettrait à une liste de rassemblements, ce rassemblement en tout cas, d'atteindre ou de tangenter les 30%, de les dépasser aux prochaines élections avec toutes les conséquences que ça aurait sur le paysage politique français et européen. Si j'étais à l'intérieur de Debout la France, je pense que ça ne changerait pas grand-chose. En réalité, ce serait sans doute encore plus difficile. À l'inverse, je crois que la mécanique d'union des amoureux de la France est davantage susceptible de faire évoluer les uns et les autres que simplement la conjonction ou la coalition séparée de nos formations politiques. Il me semble que dans les amoureux de la France, il y a quelque chose qui peut petit à petit convaincre les uns et les autres du bien fondé d'un rassemblement plus large. Beaucoup d'élus, enfin une vingtaine d'élus du Rassemblement national sont passés à Debout la France, qui ont rejoint finalement ces amoureux de la France. Quel est le regard que vous avez sur eux ? Vous les avez vus, vous les avez contactés? J'en connais quelques-uns, oui. J'en connais quelques-uns. Écoutez, je pense qu'ils expriment, alors sans compter ceux qui manifestent et qui prennent position pour une liste d'union sans pour autant franchir le pas et quitter le Rassemblement national. Donc il y a beaucoup de nuances, en fait, en ce moment dans cette formation politique. Je pense qu'ils sont attachés comme nous, ne le sommes-nous, à la nécessité de construire ce grand rassemblement qui est indispensable si on veut battre la Macronie en 2022. Et ce sera, je crois, une œuvre de salubrité publique. Mais ils constatent avec dépit que, leur reformation politique et leur présidente n'y est pas prêt, ou n'y sont pas prêts, pardon. Donc, je crois que... Alors, ils viennent d'horizons différents, hein. Ils ont des philosophies personnelles aussi qui peuvent différer de l'un à l'autre, mais ça, c'est la diversité de l'expression publique. Vous ne pensez pas, comme l'ancien directeur de campagne de Marine Le Pen, David Rachlin, que Dupont-Aignan fait les poubelles? C'est scandaleux de parler comme ça. Enfin, on ne parle pas comme ça des personnes humaines. Qu'est-ce que c'est que cette expression? C'est un argument politique. Non. Combat. Non. Il n'y a pas d'argument politique de combat qui tienne. Quand on parle de personnes, on ne parle pas de poubelles. J'évoquais les européennes et l'heure est aux grandes manœuvres, on le voit bien. Exister dans le débat, est-ce dans le sens du manifeste européen que vous avez publié il y a 48 heures et qui s'intitule « Nous voulons une Europe qui protège les nations ». C'est pour peser dans le débat, pour... Bien sûr, oui. C'est un deuxième temps de réponse à la question que vous posiez il y a quelques instants. Pourquoi ne pas fusionner avec Debout la France? Parce que nous n'avons pas de motif de fusion. La logique de rassemblement n'est pas une logique fusionnelle, elle non plus, et le rassemblement n'a de sens que si chacune des composantes de ce rassemblement continue de propager son propre message, sa propre doctrine et sa propre vision des choses. Ensuite, on ajuste, et puis on opère la jonction, mais tant que, effectivement, nous sommes
existants, et ce sera encore le cas pour un moment. Nous continuerons de dire ce que nous pensons des choses, en particulier de l'Europe. Alors c'est dans temps alarmiste, quelque peu zémourien, finalement, vous affirmez que la civilisation européenne est menacée de disparition. Vous n'êtes pas le seul à le dire, ça fait longtemps que tout le monde le dit. Absolument. Et vous pensez que le vote des européennes... Pas tout le monde. Ça fait longtemps qu'on le dit, mais pas tout le monde. Et vous pensez qu'en 2019, à une élection aux européennes, pour emmener des députés à Strasbourg et à Bruxelles, va stopper la mondialisation, l'immigration, l'islam conquérant? C'est donner un pouvoir au Parlement européen important? Oui, c'est vrai. C'est terminé? Oui, vous avez raison, mais il va peut-être falloir que je prenne un peu de temps, donc interrompez-moi si c'est nécessaire. Pour la première fois dans l'histoire des élections européennes, elle pourrait servir à quelque chose. Je veux dire par là qu'il y a, quand on voit la prolifération de cette contestation partout en Europe sur le modèle bruxellois, on va dire ça rapidement comme ça, il y a la possibilité de constituer au mois de juin prochain, au Parlement européen, pour la première fois, un groupe eurosceptique, ou euro-réaliste, euro-lucide, euro tout ce que vous voulez, souverainiste, conservateur, mettez tout ce que vous voulez, qui soit le premier, pourquoi pas identitaire, oui, ce mot me fait pas peur, moi j'ai pas de... qui serait le premier groupe au Parlement européen en termes de nombre de députés. Ça n'est jamais arrivé. Évidemment, si c'est ça, les institutions européennes ne peuvent pas l'ignorer et ne peuvent pas faire comme si cette réalité politique n'existait pas. Premier élément. Ça donnerait au Parlement européen, dans les institutions européennes, un poids plus important qu'il n'a aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, il fait comme un toutou ce que la Commission lui demande de faire. Si effectivement on commence à installer une forme d'équilibre, ça ne règle pas tout, mais ça commence à aller dans le bon sens. Les parlements et les gouvernements nationaux ne pourraient pas non plus ignorer ce phénomène, troisième élément. Et donc ça aurait un impact évidemment sur chacune des politiques nationales. Et puis quatrièmement, il ne s'agit pas d'arrêter la mondialisation, la globalisation, les flux migratoires ou l'islam conquérant, encore que l'islam conquérant, bien sûr qu'il s'agit de l'arrêter. Sur les trois premiers, ce sont des phénomènes de long terme. La mondialisation, l'arrêter, ça n'a pas de sens. C'est lui donner un sens éthique qui convient. Et rétablir l'équilibre entre les éléments de civilisation et les éléments de commerce. Inverser la tendance, c'est ça qu'il faut faire. Quant à l'islam conquérant sur ce point précis, là on est dans une forme de guerre. C'est d'ailleurs à ce sujet que je consacre un livre qui sort dans quelques semaines. Et effectivement, les États musulmans ont décidé depuis très longtemps d'installer en Europe, je les cite, une civilisation de substitution, ce à quoi nous n'avons pas résisté depuis une vingtaine d'années et qui se déroule maintenant sous nos yeux. Donc effectivement, le fait d'installer au Parlement européen une majorité qui serait capable de s'opposer à ce phénomène et d'inviter largement les États et les gouvernements nationaux à s'opposer à ce phénomène serait plus que bien vu. Ça ne règle pas tout, mais c'est un très bon point de départ. Alors, dans vos propositions, pour renoncer à toute fatalité quand même, il y a des thèmes qui vous sont chers, alors comme la défense du modèle traditionnel de la famille, et puis il y a des choses quand même beaucoup plus intrigantes. Alors, je m'amuse parce que je vois le refus de tout communautarisme. Je me dis c'est quand même assez amusant que le communautarisme soit dénoncé par celui qui a mis le mot chrétien dans son parti, qui a fait qu'il demande aux cathos finalement de se communautariser et de s'organiser en parti politique. Ah, j'ai jamais demandé aux catholiques de se communautariser, premièrement. Deuxièmement, chez les chrétiens, à avoir le mot chrétien. Chez les chrétiens, il n'y a pas que des catholiques. Troisièmement, il y a aussi des non-catholiques qui sont adhérents d'autres partis. Et quatrièmement, il ne vous aura pas échappé que la différence du message chrétien par rapport aux autres messages religieux, c'est qu'il est universel. Et le sens de la pensée sociale chrétienne, c'est qu'effectivement, elle vise à l'installation dans la cité politique de droits réels pour tout le monde. Il n'y a pas de christianisme et de pensée sociale chrétienne s'il n'y a pas d'universalité. Donc c'est le contraire du communautarisme, et vous n'avez jamais entendu dans ma bouche, ni dans celui de notre formation politique, des inflexions visant à vivre de manière séparée, à l'écart, etc. Au contraire, les chrétiens, qu'ils soient d'ailleurs protestants, orthodoxes ou catholiques, n'entendent de cesse que d'entendre leurs autorités ecclésiales leur demander de s'engager à fond dans la cité. C'est quand même pas pour rien. Alors concrètement, dans ce cas-là, comment fait-on pour combattre le communautarisme? Quelles sont les pistes? C'est pas dans le manifeste, c'est une intention. C'est comme tous les manifestes. C'est là un projet et un programme suivront dans quelques semaines qui détailleront tout ça. Sur le plan européen, c'est très simple. On peut commencer par réinstaller ou remettre dans la Constitution européenne, si jamais il fallait la maintenir, inscrire les racines chrétiennes de l'Europe. Contrairement à ce qui a été refusé en 2005 au moment du traité constitutionnel de Lisbonne, ce qui est à mon avis une des deux fautes majeures des deux mandats présidentiels de Jacques Chirac, la première étant le quinquennat.
On peut également faire en sorte que, comment dire, les instances, les gouvernements européens soient renforcés par le droit européen dans leur capacité de contrôler les associations cultuelles quand il y en a et quand elles ont un régime de droit particulier, ce qui est le cas de la France. On peut, là encore, continuer de défendre, ou plutôt commencer à défendre les civilisations européennes dans leur légitimité territoriale sur notre continent par rapport à d'autres types de civilisations qui prétendent être concurrentes du modèle ou de la culture européenne. Enfin, il y a des tas de choses à faire. Avec la difficulté que toutes les dispositions dont je parle relèvent de la compétence des États, et non pas de la compétence de l'Europe en tant que telle. Et je ne suis pas favorable, moi, si jamais le modèle de Maastricht et de Lisbonne devait prospérer, je ne suis pas favorable à un renforcement de l'intégration des compétences nationales dans le giron européen, c'est le contraire. Donc on rejoint là le pouvoir d'incitation, le pouvoir d'influence, en quelque sorte, qu'ont les instances européennes sur les gouvernements nationaux. Ah, il y a aussi l'idée dans le manifeste de reprendre la maîtrise, c'est le terme, des industries françaises et des services stratégiques. Et d'ailleurs, vous réaffirmez actuellement, partout où je vous entends, votre opposition aux privatisations prévues dans la loi Pacte, avec la cession l'an prochain, notamment de la Française des Jeux et de ADP Aéroport de Paris. Ça ne vous gêne pas que ce soit une décision de votre ancien camarade de groupe, Bruno Le Maire? Ah non, ça ne me gêne pas du tout, non. Ça ne me gêne pas du tout. Ce ne sera pas le premier à avoir renoncé à ce qui lui était cher auparavant. Deuxièmement, c'est une logique libérale qui elle se comprend. Elle a sa propre cohérence. Il se trouve que ce n'est pas la mienne. Quand vous étiez député apparenté au groupe UMP, vous avez vécu la privatisation de la SNECMA, de France Télécom, des autoroutes. Les autoroutes, c'est assez récent. France Télécom, c'était bien avant. Les autoroutes, c'était sous le gouvernement Villepin et je n'étais pas au Parlement à l'époque. C'était quand même vos amis. Oui, sans doute, oui. Enfin, on a aussi des amis qui font des bêtises. Je n'ai pas manqué de le dénoncer d'ailleurs quand c'était le cas. Mais là, c'est un petit peu différent dans la mesure où il y a effectivement des enjeux stratégiques qui pèsent sur Aéroport de Paris et qui sont liés au fait que c'est un aménageur de territoire là où il est, qui est quand même extrêmement important. Les jeux ne sont pas n'importe quel produit. On parle de danger d'addiction, on parle de choses comme ça qu'il serait dangereux donc de confier à des intérêts privés. Et puis le troisième, c'est Engie, dont vous n'avez pas parlé. Il y a, je crois, là aussi des impératifs de protection de nos technologies qui sont prioritaires. Donc effectivement, je suis absolument contre cette volonté tout à fait farouche de se débarrasser des bijoux de famille, parce qu'on ne sait pas par ailleurs faire comment pour réduire les dépenses de l'État. Comment faire pour réduire les dépenses de l'État? Quand vous étiez candidat à la primaire de la droite, vous avez enfourché une vision très sociale, finalement, au sein de ces différentes candidatures. Vous êtes apparu même comme celui qui était peut-être le plus social. Oui, et je le revendique. Et l'idée de Bruno Le Maire qui est de dire, eh bien écoutez, on est en train de mettre en place une forme de capitalisme populaire dans lequel les citoyens seront impliqués. Cette notion-là, elle est sociale. Capitalisme populaire, c'est une notion qui a été portée par la droite aussi, souvent, pendant longtemps. Et ça, vous fermez la porte à cette notion-là. Non. Alors, si, c'est le cas précis. Parce que ce que dit Bruno Le Maire, c'est bien évidemment d'ouvrir non pas de brader la Française des Jeux, mais lui permettre d'être aux mains des Français. Oui, on verra ce qu'il en est, on verra ce qu'il en est de l'ouverture du capital de ces entreprises. On verra bien qui achètera ces actions, premier élément. Deuxième élément, encore une fois, la question, il n'y a pas d'antinomie entre la protection des intérêts des Français, l'émergence d'un capitalisme populaire et le refus des privatisations que nous avons sous les yeux. La question est de savoir ce qu'on privatise. S'il s'agit de vente des parts de Renault, de la SNCF, ou d'entreprises d'Air France, etc., qui revêtent, oui, aussi une importance, un peu stratégique pour l'État, mais pas dans les mêmes proportions sans doute qu'Aéroport de Paris ou la Française des Jeux, pourquoi pas? Moi, ça ne me gênerait pas que on vende une partie du capital de Renault. L'État est un mauvais fabricant de voitures, c'est un mauvais avionneur, c'est un mauvais cheminot, donc tout ça peut être effectivement confié au peuple français, pourquoi pas? Que les Français deviennent actionnaires des grandes entreprises publiques, ils le sont déjà, puisque c'est le cas de. Vous avez parlé de France Télécom tout à l'heure ou d'Orange. On peut évoquer aussi ce qui s'est passé sur la privatisation des banques qui avaient été nationalisées par François Mitterrand il y a 40 ans bientôt.
Donc ce mouvement-là, il n'est pas du tout étranger. Je suis d'accord avec ça et je suis très heureux que les Français puissent être actionnaires à leur tour. J'aimerais simplement qu'on se préoccupe davantage, un, de leur pouvoir d'achat, c'est-à-dire de pouvoir manger avant d'acheter des actions, deux, de bien faire attention à ce que, effectivement, ce qu'on leur donne à acheter ne dépasse pas d'une certaine façon ce qui peut être confié à l'initiative privée. Je viens de dire qu'il y avait des enjeux de biens communs qui sont attachés à certaines entreprises et il faut faire attention. Et troisièmement, j'aimerais que ça ne soit pas la justification de l'incapacité du gouvernement à réduire les dépenses de l'État comme il le faudrait. Quand on publie un manifeste, c'est qu'on veut le porter. Vous voulez sûrement le porter au Parlement européen. Pour le porter au Parlement européen, vous êtes donc candidat, forcément ? Le Parti chrétien-démocrate participera, oui, à la liste d'amoureux de la France, absolument. Est-ce que moi, je serai candidat à titre personnel ? Écoutez, vous me permettrez de respecter le déroulement des institutions internes à ma propre famille politique, puisque nous sommes en train de faire remonter de solliciter les adhérents du PCD pour savoir qui veut être candidat sur la liste, le cas échéant. Oui. Donc, ça, c'est quand même pas un grand suspense, un grand suspense. Non. Donc, vous serez candidat pour le Parti chrétien-démocrate. Nous verrons. On verra. Si vous l'êtes, et d'aventure, vous le serez, si vous l'êtes d'aventure, qu'est-ce qui est obligatoire après ? C'est d'être sur la liste des amoureux de la France avec Nicolas Dupont-Aignan ? Ah bah oui. Enfin, c'est la logique dans laquelle nous sommes engagés depuis maintenant 13 ou 14 mois. Nous avons encore organisé récemment à Lyon une belle réunion publique, enfin dans la banlieue de Lyon, dans une commune qui s'appelle Oulin, qui était une très très belle réussite. Nous travaillons ensemble depuis plus d'1 an. Nous sommes en train de rédiger un programme, il y a un manifeste commun des amoureux de la France pour les élections européennes. Donc oui, très naturellement, le Parti chrétien-démocrate, en tout cas c'est la décision que son bureau politique a prise, le Parti chrétien-démocrate participera aux élections européennes dans le cadre d'une liste d'union. Pour l'instant, la liste d'union, c'est celle des amoureux de la France. Vous avez été député français, vous avez fait une carrière de député français. Être député européen, pour vous, aujourd'hui, c'est parce que le combat a changé de lieu, où il faut porter le fer à Bruxelles et à Strasbourg plutôt qu'au Palais Bourbon, ou c'est une opportunité politique électorale ? Ah, il y a les deux. On ne va pas se mentir, c'est l'échéance que le calendrier nous met sous les yeux, donc on la regarde. Au-delà de ça, il y a effectivement, compte tenu de la situation que j'évoquais tout à l'heure, et qui n'est pas la situation d'il y a 5 ans, ou d'il y a 6 ans, au moment des dernières élections européennes, je ne dirais pas nécessairement que le combat a changé de lieu. L'Assemblée nationale est en train de changer de nature en matière institutionnelle. Elle devient, avec la pratique institutionnelle de la République en marche, une chambre d'enregistrement. Il y a des conseils régionaux qui ont davantage de pouvoir que l'Assemblée nationale désormais. Et en tout cas, dans les moments où nous sommes, si on veut s'opposer, et on voit d'ailleurs combien les groupes parlementaires, à supposer qu'ils le veuillent, pour certains d'entre eux, s'opposent difficilement, si on veut s'opposer à la politique de l'exécutif, c'est sans doute pas à l'Assemblée nationale qu'il faut aller, parce que malheureusement, ils sont en train d'affaiblir, d'asphyxier cette magnifique institution, qui n'est déjà plus celle que j'ai connue, et je l'ai quittée il y a seulement 1 an et demi. Donc, il y a, en plus de cet affaiblissement institutionnel du Parlement national, effectivement une forme de déplacement des enjeux, ou en tout cas de nécessité de traiter sur le plan européen des enjeux qui deviennent européens. Tout ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le communautarisme en est un, même s'il y a des implications bien sûr locales. On ne pouvait pas de l'immigration avec la question des frontières extérieures, on peut parler de co-développement, si ce n'est pas l'Europe qui s'y colle, entre guillemets, je ne sais pas quelle efficacité cela pourra avoir, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de sujets comme cela. Enfin, le TAFTA se négocie sur le plan européen, ne se négocie pas, c'est d'ailleurs malheureux sur le plan national. Donc tous ces sujets-là, qui viennent sur la table parce que le calendrier, ou bien les événements, ou les deux, les amènent dans l'actualité, seront traités sur le plan européen et résiduellement sur le plan national. Donc comme c'est un endroit où il est possible de changer les choses, oui, c'est au Parlement qu'il faut aller. Au Parlement européen qu'il faut aller. Donc prochain épisode, c'est la sortie de votre livre ? Oui, le 7 novembre prochain, l'islam à la conquête de l'Occident. Je montre sur la base de documents officiels signés, adoptés par les États musulmans, qu'il y a une volonté d'installer, je cite, une civilisation de substitution, fin de citation, en Europe, c'est-à-dire la charia. Eh bien, vous serez invité bien évidemment à venir sur TV Liberté en parler prioritairement. Merci Jean-Frédéric Poisson. Merci.